Plankton n'est pas qu'un minuscule méchant. C'est un génie piégé dans un corps minuscule, obsédé par l'idée de détruire Monsieur Krabs et de voler la recette du pâté de crabe. À l'extérieur, il est rusé, implacable et toujours en train de comploter son prochain coup. Mais sous ses plans diaboliques, c'est une créature amère et solitaire. Consumé par la jalousie et la frustration, son génie ne peut le sauver de ses propres défauts. Et peu importe le nombre de fois qu'il essaie, il n'obtient jamais vraiment ce qu'il désire. Sauf l'échec. Alors attrapez vos sbires robots, dépoussiérez votre laboratoire maléfique et plongeons dans le monde chaotique et toujours affamé de Plankton. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Il y a une raison pour laquelle Plankton vit dans un seau en acier, avec des lumières clignotantes et sans clients. Plankton est exactement là où il est censé être avant même que l'histoire ne commence, seul, en colère, toujours en train de comploter. En surface, la vie de Plankton ressemble à une blague répétitive. Des plans ratés, le sarcasme robotique de sa femme Karen, et zéro revenu au chum bucket. Mais ce n'est qu'une partie du tableau. Plankton est prisonnier de ses croyances. La conviction que s'il parvenait à obtenir la formule secrète, tout changerait. Ce que nous regardons, épisode après épisode, c'est une créature figée dans la stase. Dans l'âme en fortune, une boîte de biscuits de la fortune tombe du ciel. Étrangement, les prédictions commencent à se réaliser. La plupart des gens voient ça comme un jeu, mais Plankton y voit une opportunité. Il glisse sa propre fausse prédiction, utilisant un appareil pour modifier celle déjà imprimée, ce qui fait fuir les clients du crabe croustillant. Certaines légendes racontent même que manger au chum bucket vous fera vivre éternellement. Et pour une fois, les gens le croient. Le chum bucket est enfin bondé, les clients font la queue. La salle à manger se remplit. Plankton a ce qu'il a toujours voulu. Attention, succès, puissance. Mais au lieu d'en profiter, il reste là, observant le tout comme quelqu'un qui ne croit pas ce qu'il voit. C'est comme s'il attendait que quelqu'un lui enlève tout. Et c'est le cas, le mensonge s'écroule. Les clients partent, le plan échoue. Et à la fin de l'épisode, Plankton est coincé dans un biscuit chinois, presque mangé dans un restaurant chinois. Mais pour lui, ce n'est pas nouveau. C'est juste un autre plan raté. Une autre petite hausse, suivie de la baisse habituelle. La vie de Plankton est pleine de ces moments. Victoire rapide, défaite rapide, puis retour à la case départ. D'une étrange manière, il y est habitué. Il n'aime peut-être pas perdre, mais au moins il sait comment ça marche. C'est ce qu'il a le plus pratiqué. Dans une alchimie parfaite, Plankton délaisse sa routine habituelle pour un court instant. Il travaille avec Sandy sur un projet scientifique, et pour une fois, les choses sont différentes. Elle l'écoute. Elle rit à ses blagues. Elle le traite même d'intelligent. Et pas méchamment, mais comme si elle le pensait vraiment. Pendant un instant, Plankton se sent respecté, et c'est une nouvelle expérience pour lui. Mais ça ne dure pas. Plus il est traité comme un égal, plus il est mal à l'aise. Lentement, il recommence à prendre ses vieilles habitudes. Il recommence à comploter parce qu'il a l'impression que d'être traité avec respect et d'être gentil avec les autres ne lui convient pas. Il est tellement habitué à être un méchant que l'idée de changer le met mal à l'aise. Ainsi, alors que les choses auraient pu bien tourner, il gâche tout. Il enferme Sandy et Bob l'éponge dans une cage et tente de voler à nouveau la formule, comme s'il devait prouver, même à lui-même, qu'il n'a pas vraiment changé. Au moment où nous le voyons dans There Will Be Grease, il y a un petit signe d'espoir. Un étrange accident chimique relie son restaurant au crabe croustillant et crée un nouveau type de graisse que les gens veulent vraiment. Au lieu de voler ou de ruser, Plankton accepte à contre-cœur de travailler avec Monsieur Krabs. Ils créent un produit ensemble et toute la ville le veut. D'une certaine manière, mais ça ne dure pas. Les choses commencent à se gâter parce que le produit n'est pas réellement bon. Plus l'entreprise se développe, plus la tension monte. La graisse rend les gens malades et ils exigent des remboursements. Mais comme toujours, ils se rejettent la faute. Ils se disputent et tout s'écroule. Ce qui se passe ensuite en dit long. Le chum bucket et le crabe croustillant s'enfoncent tous deux dans le sol. La ville avance, mais pas Plankton. Il reste en arrière, criant déjà et élaborant un autre plan, comme si rien ne s'était passé. Et peut-être que pour lui, ce n'était pas le cas. Parce que l'échec, pour Plankton, est quelque chose qu'il comprend. C'est sûr, c'est ce à quoi il est habitué. C'est le monde que Plankton habite bien avant que l'histoire ne lui demande de changer. Ni un repère de méchants, ni une prison, mais un espace entièrement façonné par la répétition. Il se réveille, il construit, il complote, il échoue. Puis il recommence. Le monde extérieur peut changer, mais à l'intérieur du Sodapa, le rythme reste le même. Karen livre son commentaire, Plankton livre son ambition, et dans le silence qui suit, il se convainc que la prochaine fois sera différente. Ce qui rend sa vie si tragique, ce n'est pas le fait qu'il ne gagne jamais. C'est qu'il a construit son identité autour de la poursuite. S'il s'arrêtait, s'il abandonnait la formule, la rivalité, l'idée que tout dépend d'un secret volé, il devrait peut-être se demander quel genre de personne il est quand il ne se bat pas. Et c'est une question à laquelle il n'a jamais été prêt à faire face. Donc il ne le fait pas. Il retourne au travail, et les lumières du chum bucket restent allumées. Plankton est bloqué parce qu'au fond, il a peur de ce que la victoire pourrait lui demander de devenir. Et cette peur est exactement ce qui se fissure lorsque la vie lui offre inopinément quelque chose de réel. Le monde donne rarement quoi que ce soit à Plankton. C'est comme ça qu'il le voit. Il a l'habitude d'être ignoré, raillé, mis de côté. Il est petit, sa cuisine est pire, et ses plans échouent toujours. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'arrête. Au contraire, le rejet fait partie de la routine. Il n'essaie pas d'être aimé, il essaie de gagner. Puis un jour, quelque chose d'étrange se produit.
Dans l'épisode Le bon œil de Plankton, un simple accident lui fait pousser un deuxième œil. Un œil qui change soudainement tout. Cela semblait idiot, un autre rebondissement de dessin animé, mais cet œil fait plus que l'aider à voir. Cela change ce qu'il ressent. Avec ce deuxième œil, Plankton devient différent. Il commence à remarquer les émotions des autres, leur gentillesse, leurs difficultés. Il compatit avec tout le monde. Même Bob l'éponge, qui n'était toujours qu'une cible ou un outil, commence à sembler être quelqu'un qui mérite d'être compris. L'œil change la façon dont il regarde le monde, et le monde, à son tour, se met à le regarder. Bob l'éponge l'accueille dans un nouveau rythme, un rythme qui n'inclut ni le vol, ni le mensonge, ni les cris. Il cuisine côte à côte, il parle, il rit. Pour la première fois, Plankton fait partie de quelque chose au lieu d'essayer de le ruiner. Cela ne lui semble pas naturel au début, mais ce n'est pas non plus entièrement inconfortable. Il y a quelque chose là-dedans qu'il ne peut ignorer. Manigance. Et il pleure à cause des méduses. Il appelle l'ami de Monsieur Crabbe. Les gens ne le fuient pas. Ils ne se moquent pas de lui. Et ça le déstabilise. Plankton n'a jamais su quoi faire de la douceur. Il a passé toute sa vie à s'aiguiser. Quelque chose qui ne peut pas être déplacé. Parce que dans son esprit, le monde ne respecte que la force. L'empathie est une faiblesse. Le succès vient de l'action. Et maintenant, les gens réagissent à autre chose. Quelque chose en quoi il n'a jamais eu confiance. Douceur. Ce moment ne ressemble pas à un tournant. Et pourtant, il l'est. La formule du pâté de crabe passe au second plan. Ce n'est pas le but. Cela n'a presque aucune importance. Ce silence est plus éloquent que n'importe quel dialogue. Ce n'est pas une rupture avec l'intrigue habituelle. Voici l'intrigue. Pendant un court instant, Plankton arrête de courir après et commence à prendre soin. Il ne prend rien. Il donne quelque chose, mais ça ne semble pas sûr. Il ne sait pas exister sans un plan. Il ne sait pas comment se sentir sans armure. Plus il vit dans cette nouvelle douceur, plus la peur s'insinue en lui. Et si rien de tout cela n'était réel, et si sa douceur le rendait invisible, alors il s'en va. Il arrache le deuxième œil, le jette de côté comme un costume, dit qu'il l'a rendu faible. Il se moque de l'idée d'être bon et retourne à ce qu'il connaît le mieux. La version de lui-même qui complote, panique et échoue. Il est tentant de le traiter de méchant ici, ou de dire qu'il a abandonné, mais la vérité est plus douloureuse. Quand l'identité de quelqu'un est bâtie sur le rejet, être accepté peut devenir insupportable. Quand on n'a connu que des murs, une porte ouverte semble être un piège. Une offre rare fut faite à Plankton. Pas seulement l'amitié, mais un nouveau chemin. Pas par Bob l'éponge, pas même par la ville, mais par la vie elle-même. Cela lui a donné un aperçu de ce qu'il pourrait être, et il s'est détourné, simplement parce qu'il ne pensait pas le mériter. C'est le moment où tout bascule en silence. Le monde lui a fait de la place, et il a tressailli. Il est retourné à sa routine, mais maintenant quelque chose a changé. Il ne peut pas l'oublier. Il peut revenir à ses anciennes habitudes, pour l'instant, mais le souvenir est ancré. La possibilité a été démontrée. Il ne fait plus que combattre des crabes ou courir après une recette. Au fond de lui, il commence à se demander s'il n'existe pas une autre version de lui-même qui n'aurait pas besoin de courir après quoi que ce soit. Et une fois que cette pensée existe, même chez quelqu'un comme Plankton, l'histoire a déjà commencé. Plankton a rejeté cette gentillesse car elle menaçait tout ce qu'il avait construit pour survivre. Et cette même menace est exactement ce qui le pousse à fuir dès que le vrai changement devient possible. N'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, revenons à la vidéo. Plankton ne craint pas la défaite. Il craint de ne pas savoir qui il est sans cela. Il y a une certaine façon dont Plankton s'attend à ce que les gens le traitent. Suspicion, peur, dégoût, c'est le scénario qu'il a écrit pour tout le monde autour de lui. Ça donne une structure à sa vie. S'il le déteste, alors il sait à quoi s'en tenir. S'il le combatte, alors il a un but. S'il rit, au moins ça veut dire qu'ils sont attentifs. Alors, quand quelque chose l'interrompt, même doucement, ce n'est pas de l'espoir, c'est du danger. Dans FUN, cette interruption prend la forme de Bob l'éponge. Fatigué des disputes incessantes, Bob l'éponge fait un choix simple. Il traite Plankton comme un ami, comme quelqu'un qui aurait besoin d'un peu de gentillesse. Plankton ne sait pas quoi en faire. Au début, il se prête au jeu, car cela semble être une astuce intelligente. S'il fait semblant d'être gentil, il pourra peut-être s'introduire au crabe croustillant. Peut-être que Bob l'éponge lui donnera la formule sans se battre. C'est juste un autre angle, une autre performance. Mais alors, quelque chose d'étrange se produit. Ils commencent à s'amuser. Ils chantent ensemble, flottent à travers des champs de méduses, soufflent des bulles et parlent comme deux personnes qui ont plus en commun qu'elles ne le pensaient. Pendant un court instant, Plankton ne fait pas semblant. Il n'essaie de rien voler. Il ne pense même pas à Monsieur Krabs. Il est juste là, riant, de mèche, et peut-être pour la première fois, en sécurité. Cette sécurité est exactement ce qui l'effraie. Parce que si l'amitié est réelle, alors son histoire doit changer. Il ne peut plus être le méchant incompris. Il ne peut pas dire que le monde est contre lui si quelqu'un comme Bob l'éponge voit du bon en lui. Et s'il l'admet, il doit abandonner la rancune qui le définit. Plankton n'a jamais été entraîné pour la paix. Il était fait pour résister. Alors quand quelqu'un dépose enfin son arme et tend la main, ça ne ressemble pas à une invitation. C'est comme une exposition, comme se tenir sans armure. Au lieu de faire confiance à l'instant, il recule. Il trahit Bob l'éponge. Il reprend ses vieilles habitudes. Essaie de voler la formule. Réinitialise la boucle. Il en rit comme si tout cela n'était qu'une farce. Mais Bob l'éponge ne rit pas. Il dit quelque chose d'honnête. Tu devais vraiment le penser. Et c'est ça le pire, parce que Bob l'éponge a raison. Plankton le pensait vraiment, et il a continué à courir.
Plus tard, dans l'épisode One Course Meal, nous voyons une autre facette de cette peur, celle de l'humiliation. Monsieur Krabs découvre que Plankton a une peur bleue des baleines. Au lieu de s'en servir pour une blague rapide, il en fait une arme. Il s'habille comme Pearl, se cache dans les coins sombres, hante l'esprit de Plankton avec des bruits de baleines et des attaques surprises jusqu'à ce que Plankton craque. C'est un autre genre de panne. Cela le ronge jusqu'à ce qu'il ne puisse plus fonctionner. À un moment donné, Plankton se tient même dans la rue, tremblant, disant qu'il préférait en finir plutôt que de continuer à vivre ainsi. Les gens le voient comme une blague, mais ça frappe fort. Parce qu'il ne s'agit pas de perdre. Il s'agit de se perdre. Il est terrifié, non seulement par le pays de Galles, mais par ce que cette peur signifie. Cela le dépouille de tout ce qu'il utilise pour se protéger. Sa voix, son ego, sa fausse assurance. Il devient petit d'une manière qui n'est pas drôle. C'est douloureux. Et personne, pas même Karen, ne sait quoi dire. Ce n'est pas qu'il n'a jamais l'occasion de changer. Oui. Les gens tendent la main. Le monde lui offre de paisibles moments où il peut cesser de lutter, abandonner sa colère et enfin respirer. Mais il se détourne. Parce qu'admettre qu'il n'est pas seul, que quelqu'un pourrait réellement se soucier de lui, que sa douleur n'était que son orgueil déguisé, c'est plus difficile que de perdre. Il est plus facile de se dire méchant que d'admettre qu'on a eu peur toute sa vie. Alors, quand ces moments arrivent, quand il pourrait choisir quelque chose de mieux, il ne le fait pas. Il court. À chaque fois, parce que s'il arrête de se battre, il doit commencer à vivre. Et Plankton ne sait pas vivre sans but. Cette mission, voler la formule, battre Krabs, régner sur la ville, l'empêche de se remettre en question. S'il échoue, au moins il a toujours un but. S'il gagne, peut-être qu'il aura enfin de la valeur. Mais s'il s'en éloigne, ne serait-ce qu'une seconde, il ne lui reste plus rien. Plankton s'enfuit parce que le changement exige de l'honnêteté, et la seule personne pour qui il acceptera cette honnêteté est la voix qu'il essaie sans cesse de remplacer. Certaines personnes attendent toute leur vie que quelqu'un croie en elles. Le Plankton, non, il croit en lui bruyamment, constamment, désespérément. S'il le répète assez, je suis un génie. Je mérite mieux. J'ai été trompé. Peut-être qu'après tout, le silence ne lui fera pas peur. Mais il y a quelqu'un qui l'entend. Elle entend tout. Karen est la seule à le voir entièrement. Ses victoires, qui ne durent pas. Ses échecs, qui reviennent toujours. Sa fausse confiance et les moments où il ne réalise pas que quelqu'un le regarde. Elle est à ses côtés depuis des années, lui offrant conseils, avertissements, sarcasmes et un occasionnel roulement d'yeux buggé. Au début, cela ressemble à un bruit de fond. Comme Plankton a besoin d'elle, de la même manière qu'un enfant a besoin d'une veilleuse, juste pour rendre l'obscurité moins évidente. Quelque chose change. Dans Karen 2.0, Plankton décide qu'elle est obsolète. Il la remplace par un modèle plus récent, Karen 2.0. Cette nouvelle version est plus élégante, plus agréable, voire joyeuse. Elle l'encourage, lui dit qu'il a raison, soutient chaque plan ridicule sans hésiter. Et pendant quelques minutes, Plankton est ravi, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Parce que la vérité, c'est qu'il n'a pas besoin de quelqu'un pour juste l'encourager. Il a besoin de quelqu'un pour le stimuler. Quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il essaie de faire. Pas seulement le plan, mais la douleur qui se cache derrière. Karen n'est pas là pour le flatter. Elle est là pour le pousser quand il est enlisé dans ses propres mensonges. Lorsque le nouveau modèle ne peut pas faire cela, lorsqu'elle devient plus une marionnette qu'une partenaire, Plankton commence à regretter la seule voie qui lui ait jamais donné une vraie perspective. Et c'est ça le changement. Il ne veut pas juste un outil. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider à voir ce qu'il refuse d'affronter. La différence entre l'obsession et le but. Entre contrôle et croissance. Entre être et être compris. Karen n'est pas toujours douce. Elle ne lui donne que la vérité. Et elle ne lui demande pas de l'apprécier. C'est ce qui la rend si dangereuse pour son confort. Mais c'est aussi ce qui la rend précieuse. Et au fond de lui, il le sait. Plankton n'est pas le genre de personne qui demande de l'aide à voix haute. Son orgueil est trop bruyant. Ses blessures trop anciennes. Mais quand il reconstruit Karen et la ramène, il ne dit pas « tu m'as manqué ». Il dit que ce modèle était cassé. C'est la chose la plus proche de la vulnérabilité qu'il puisse atteindre. Mais ses actes en disent plus. Il écoute. Il la laisse parler, même quand il n'est pas d'accord. Il commence à la traiter moins comme une machine, et plus comme ce qu'elle a toujours été, une partenaire. Et ce changement discret est important. Parce que Plankton ne fait confiance à personne. Il croit que la trahison est inévitable. C'est pourquoi il n'a jamais vraiment créé de lien avec Bob l'éponge. C'est pourquoi, même quand la ville l'acclame, il se retire. Mais Karen n'offre pas une loyauté aveugle ou de faux éloges. Elle sait qui il était avant que les échecs ne l'aigrissent. Et parfois, elle le lui rappelle. C'est quelque chose que personne d'autre dans son monde ne peut faire. Dans l'herbe est toujours plus verte, Plankton a l'occasion d'échanger sa place avec Monsieur Krabs. C'est censé être le scénario de rêve. Il gère enfin le crabe croustillant. Tout le monde le craint. Bob l'éponge travaille pour lui, et la formule est la sienne. Mais au lieu du bonheur, il trouve l'inconfort. Personne ne le respecte. Bob l'éponge le voit comme un patron, pas comme un ami. Et le pire, c'est que Karen est partie. Sans elle, la victoire semble vide. Il apprend quelque chose qu'aucune machine ne pourrait enseigner. Être aux commandes ne signifie pas être vu. Les gens peuvent vous écouter par peur. Mais ce n'est pas la même chose que d'être compris. Et sans quelqu'un pour vous tendre un miroir, quelqu'un qui connaît vos pires moments et reste malgré tout, tu ne grandis pas. Tu ne fais que te répéter plus fort. À la fin, il annule l'échange et reprend sa propre vie. De l'extérieur, on dirait qu'il est juste en train de reperdre. Mais quelque chose de subtil a changé. Il ne se moque pas de Karen quand elle parle. Il ne la rejette pas quand elle l'interrompt.
Il y a un silence entre eux maintenant. Pas froid, mais familier. Le genre que l'on partage avec quelqu'un qui vous a vu au plus mal et n'est pas parti. Il se dit toujours un génie, mais la voix à ses côtés le ramène à la réalité. Karen est la seule personne de qui il acceptera cela. Perspective. Et avec le temps, ça commence à faire son chemin. Plankton ne le dira peut-être jamais. Il n'admettra peut-être jamais qu'il a besoin de quelqu'un. Mais quand tout s'écroule, elle est toujours là. Et petit à petit, cela change sa façon de réagir quand les choses tournent mal. Parce que perdre est plus facile quand quelqu'un regarde encore. Quand quelqu'un croit encore en la version de vous qui pourrait encore exister sous toute l'amertume. Quand quelqu'un croit encore en la version de toi qui pourrait encore exister sous toute l'amertume. Plankton pense toujours que la formule est le but, mais il commence doucement à comprendre. Peut-être que ce qu'il veut vraiment, ce n'est pas la victoire. Peut-être qu'il veut quelqu'un qui ne cesse de lui dire la vérité, même quand il n'est pas prêt à l'entendre. Plankton a commencé à changer parce que même gagner commençait à ressembler à une défaite. Et cet échec silencieux est ce qui l'a mené au seuil suivant. Pendant longtemps, Plankton a cru que l'échec n'était la fin de rien. Ce n'était que le milieu d'un autre plan. Si une idée ne fonctionnait pas, une autre le ferait. Si aujourd'hui s'était mal passé, demain était une page blanche. Sa vie était faite de recommencements. Tomber, crier, réessayer. Cela lui donnait un but, ou du moins l'illusion d'en avoir un. Mais quelque chose se produit avec le temps, qu'il le remarque ou non. Les réinitialisations n'ont plus le même effet. Les cris semblent plus faibles. Les nouvelles idées ne semblent pas nouvelles. Il n'y a pas un seul moment où tout bascule. Non. Mais le monde qu'il contrôlait autrefois commence à lui paraître étranger, même s'il a la même apparence. Dans Bienvenue au saut de l'enfer, il gagne ce qu'il a toujours cru vouloir, Bob l'éponge. Après un simple pari, Krabs le perd. Soudain, Plankton n'a plus besoin de voler ou de comploter. Bob l'éponge travaille pour lui, légalement et publiquement. Avec son nouvel employé, la formule du pâté de crabe devrait être apportée demain. Mais ce que Plankton obtient, c'est la confusion. Bob l'éponge arrive prêt à travailler, mais il ne sourit pas. Il ne chante pas et ne retourne pas les galettes avec passion. Il suit les instructions, mais sans joie. Plankton redouble d'efforts, pensant que les résultats vont suivre. Mais chaque jour, la cuisine se refroidit. La formule reste hors de portée. Bob l'éponge devient plus lent, plus terne, plus vide. Plankton pensait que le pouvoir serait synonyme de contrôle. Au lieu de cela, c'est le silence. Il réalise en silence qu'il n'a rien gagné. Il a un corps dans la cuisine, pas un cœur dans la pièce. Et pour quelqu'un qui a bâti sa vie sur la domination, c'est une amère surprise. L'obéissance sans lien ne signifie rien. Lorsque Bob l'éponge est finalement libéré, Plankton ne se bat pas. Il ne discute pas. Il lâche simplement prise. Ce qu'il avait n'était pas ce qu'il avait imaginé. Et pendant un instant, même lui peut dire que ça ne vaut pas la peine de courir après comme ça. Et il n'en parle ni à Karen ni à lui-même. Mais le malaise demeure. Il le suit dans l'armée de Plankton. Fatigué de travailler seul et d'être raillé, Plankton vise plus grand. Il fait appel à sa famille élargie pour l'aider à enfin pénétrer dans le crabe croustillant. Pour une fois, il pense que la force réside dans le nombre. Il prépare des discours, élabore des plans et imagine une invasion à grande échelle. On dirait que l'histoire est en marche. Mais dès l'arrivée de l'armée, il devient clair qu'il ne la dirige pas. Ils écoutent à peine. Ils se moquent de lui, s'éloignent de la tâche, traitent la mission comme une blague. Même au milieu d'une soi-disant révolution, la voix de Plankton est étouffée par des voix plus fortes qui ne se soucient pas de son objectif. Il est entouré, mais il ne s'est jamais senti aussi insignifiant. Et quand le plan s'effondre, comme toujours, il n'est pas en colère. Il est calme, presque fatigué, parce que cet échec était différent. Ce n'était pas dû à un manque d'intelligence. C'est venu du fait de ne pas être entendu. De réaliser que même quand le monde vous donne une foule, il ne vous donnera pas de sens à moins que quelqu'un dans cette foule ne croie en vous. Un méchant, un rival, un rêve, tout cela s'est transformé en vacarme, et Plankton ne sait plus comment s'en sortir. Au moment où nous atteignons Spongicus, quelque chose en lui a déjà changé. Il ne construit plus de restaurants et ne falsifie plus de menus. Au lieu de cela, il construit un colisée, une arène de pierre massive. Il n'y a que du sable, de la pierre et du spectacle. Il ne veut pas de clients maintenant. Il veut de l'attention. Il veut des applaudissements, de la peur, de la reconnaissance, quelque chose d'assez fort pour étouffer le doute silencieux qui grandit en lui. Au début, le Colisée fonctionne. Les gradins sont remplis. Le crabe croustillant semble vide en comparaison. Il semble qu'il ait enfin conquis la foule par la force. Les gladiateurs se battent pendant que le public applaudit. Monsieur Krabs a du mal à rivaliser, mais Bob l'éponge se met à chanter. Une chanson simple, rien d'extravagant. Il chante la joie, l'absurdité, l'amitié, et la foule s'en va. Sans protestation, sans drame, ils se lèvent et s'en vont, un par un, de retour au crabe croustillant. Le spectacle est terminé. L'arène est oubliée, et il reste là tandis que la foule disparaît, le bruit s'estompant plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Il a abandonné la nourriture, la stratégie, et même fait semblant de se soucier de la formule. Et pourtant, il n'était pas suffisant. Pas assez réel. Ce moment ne le brise pas, mais il l'atteint. Cela brise quelque chose sous l'armure. Il s'en va en trombe, furieux. Mais il y a quelque chose de plus discret dans la façon dont il s'en va. Même lui peut sentir le vide derrière le bruit. Pas vaincu, mais différent. Il continue de travailler, bien sûr. Continue à construire des machines, à réécrire des plans, à crier sur Karen. Mais quelque chose chez lui est moins certain. Il marque plus de pauses, écoute davantage. Quand les plans échouent maintenant, la colère n'arrive pas aussi vite. Quand Karen se moque de lui, il ne riposte pas toujours.
Ce n'est pas une transformation. Pas encore. Mais c'est un changement. Il n'est plus un méchant qui poursuit un but. C'est une personne qui se tient là, après tout ce qu'il pensait pouvoir arranger les choses. La formule n'était pas la clé. L'armée n'était pas la solution. Le stade n'a pas tenu. Le contrôle ne le réconfortait pas. Le public n'est pas resté. Et le pire, c'est que lorsqu'il obtenait ce qu'il voulait, Bob l'éponge, le respect, une salle comble, rien de tout cela ne ressemblait à une victoire. C'était comme une distance. Comme jouer un rôle qui ne correspondait pas à la personne en dessous. Plankton pensait autrefois que franchir la ligne signifiait obtenir la formule. Maintenant, il comprend. La vraie limite est le moment où l'ancienne histoire cesse d'avoir un sens. Et la ligne a été franchie. Il dira toujours qu'il est le plus intelligent. Il dira toujours que Krabs est l'ennemi. Mais une partie de lui a déjà cessé d'y croire. Le monde qu'il connaissait, ce monde simple où le seul problème était Krabs et la seule solution était de voler, a déjà disparu. Il ne peut pas y retourner. Même s'il construit un autre robot. Même s'il crie plus fort. Il en sait trop maintenant. Et même s'il ne l'admet pas, même s'il ne le veut pas, son histoire a déjà commencé à changer. Plankton a cessé d'être un méchant dès l'instant où l'échec a commencé à lui sembler sûr. Et maintenant, le vrai danger n'est pas de perdre. C'est en cours de visionnage. Certains méchants s'élèvent en faisant du bruit. Le Plankton n'en fait pas partie. Son ascension, si on peut l'appeler ainsi, est plus discrète. Cela vient de l'expérimentation, dans des pièces vides, dans de petits moments où le plan aurait dû fonctionner, mais n'a pas fonctionné. Et chaque fois, le silence qui suit devient plus difficile à ignorer. Il court après la formule du pâté de crabe depuis des années. Mais dernièrement, la course ne ressemble plus à de l'ambition. On dirait qu'il temporise. Parce que quelque part au fond de son esprit, Plankton a commencé à le sentir. S'il obtient vraiment ce qu'il veut, quelque chose de plus profond pourrait se révéler. Et il n'est pas sûr de ce qu'il resterait de lui après ça. Dans Computer Overload, cette peur devient mécanique. Karen a toujours été sa voix de la raison, sarcastique, perspicace, et la seule à voir clair dans son jeu. Mais quand Plankton la remplace par de nouvelles machines, ce qu'il veut c'est le contrôle sans critique, l'efficacité sans jugement. Il comprend. Ils obéissent parfaitement. Et il déteste ça, parce qu'ils suivent sans se soucier. Il ne le conteste pas. Il ne lève pas les yeux au ciel face à ses échecs. Il ne lui donne pas le sentiment d'être vu. Karen l'a fait. Quand elle part, elle ne crie pas. Elle n'est tout simplement plus là. Et pour Plankton, c'est pire que n'importe quelle insulte. Les machines l'aident à construire, mais elles ne peuvent pas l'aider à être quoi que ce soit. Dans Chasing Power, il a perdu la seule personne qui lui disait quand il avait tort. Et cette perte persiste, bien après que les fils refroidissent. Ce désir ardent de quelque chose de réel est la raison pour laquelle l'anniversaire de Single Cell lui fait mal d'une manière qu'il ne peut admettre. L'épisode ne parle pas d'un cambriolage. C'est juste un rendez-vous, un dîner avec Karen pour marquer le temps qu'ils ont passé ensemble. Plankton pourrait être honnête juste cette fois, mais il ne l'est pas. Il simule, construit un robot serveur, une soirée scénarisée, une fausse version de lui-même qui dit les bonnes choses. Karen, comme toujours, voit clair dans le jeu. Elle ne crie pas. Elle n'explose pas. Elle dit juste qu'elle sait. Et pendant quelques secondes, Plankton reste assis en silence, entouré de bougies et de circuits, et doit faire face à ce que ce silence signifie. La seule personne qu'il ait jamais appelée mon cher ne croit plus en lui. Parce qu'il a passé tellement de temps à jouer les méchants, il ne sait plus être autre chose, même pour elle. Dans The Inside Job, nous le voyons rapetisser encore plus. Plankton décide de pénétrer le cerveau de Bob l'éponge pour récupérer la formule secrète de sa mémoire. Mais à l'intérieur de l'esprit de Bob l'éponge, il ne trouve pas de coffre-fort. Il y trouve le chaos, les sentiments, la peur, la joie, l'imagination. Ça le submerge. Pour quelqu'un qui voit le monde en termes de plans et de schémas, la vie intérieure désordonnée de Bob l'éponge ressemble à une planète extraterrestre. Il essaie de donner un sens à tout cela, essaie d'imposer la logique à un monde bâti sur le cœur, mais peu importe à quel point il insiste, l'esprit de Bob l'éponge se plie, résiste et l'absorbe. À la fin, Plankton se noie dans une personnalité trop grande pour être décomposée. C'est la première fois que l'on voit à quel point son propre monde intérieur pourrait être fragile en comparaison. Plus tard, dans les jeux de Bonetto, Plankton rapétisse physiquement d'une nouvelle manière. Pour voler la formule du pâté de crabe, il se déguise en se cachant dans la coquille de Gary, s'immisçant littéralement dans la vie de quelqu'un d'autre. Au début, ce n'est qu'une ruse de plus, mais faire semblant d'être Gary signifie ralentir. Cela signifie se déplacer discrètement, se fondre dans la masse, ne rien dire. Et plus il reste dans cette coquille, plus il devient invisible. Bob l'éponge lui parle toujours, mais pas en tant qu'ennemi, juste en tant qu'animal de compagnie. Pendant un petit moment, Plankton est juste là. Et ce silence l'inquiète. Parce que quand personne ne le regarde, il est forcé de s'asseoir dans le silence qu'il a passé des années à essayer de couvrir de sa voix. Il a construit son identité autour du fait d'être bruyant, d'être dangereux, d'être connu. Mais ça, c'est autre chose. Le plan finit par échouer. Comme toujours, mais quelque chose dans la façon dont il sort de sa coquille semble plus silencieux que d'habitude. Dans le sang, c'est pas de l'eau, la famille de Plankton ouvre un restaurant rival juste à côté du Chum Bucket, et ça marche. Ils réussissent vite et sans lui. Le pire, c'est qu'ils ne le prennent pas au sérieux. Il rient, il l'ignore. Il le traite comme une blague dans sa propre ville. C'est une humiliation infligée par des gens qui partagent son nom. Plankton veut être vu, mais lorsque sa propre famille le considère comme un échec, même son obsession habituelle pour les crabes commence à ressembler à une distraction. Il essaie de les vaincre par la ruse, comme toujours, mais rien de tout cela n'a d'importance, car au fond, il les supplie de le respecter, et ils ne le font pas. L'épisode ne lui offre pas de conclusion, et c'est précisément le but.
Aucune trahison ne blesse plus profondément que celle où l'on vous fait sentir que vous n'êtes pas assez, même par les personnes qui devraient le mieux vous connaître. Dans le retour de Spot, Plankton montre une facette que l'on ne voit pas souvent. Il se soucie. À propos de Spot, sa minuscule amibe de compagnie. Spot est loyal et toujours présent. Plankton le nourrit, lui parle et semble même fier de lui. Pour une fois, Plankton est quelqu'un qui veut qu'on lui fasse confiance. C'est calme, simple et presque inattendu. Mais bien sûr, ça ne reste pas comme ça longtemps. Plankton essaie d'utiliser Spot dans un plan pour obtenir la formule secrète, et les choses tournent mal. Spot sème le chaos au crabe croustillant. Mais il revient quand même. Plankton est content, même si le plan a échoué. Ce n'est pas une victoire ou un grand moment, juste un petit lien entre un méchant et le seul ami qui n'a jamais renoncé à lui. Pour Plankton, ce genre de connexion est rare, et peut-être un peu effrayant aussi. Dans l'animal de compagnie de Plankton, il sort Spot au grand jour, le montrant avec une étrange fierté. Pendant un instant, on dirait que Plankton a enfin quelque chose de réel, quelque chose de bon qui n'est pas basé sur des ruses ou des stratagèmes. Mais lorsque Spot devient incontrôlable et s'échappe, semant le chaos dans tout Bikini Bottom, Plankton ne réagit pas comme il le ferait habituellement. Il y a une vraie panique silencieuse. Il serre Spot contre lui, terrifié à l'idée de perdre la seule chose qu'il ait jamais eue. Ce moment est difficile. Il s'agit de ce qui se passe quand le numéro s'écroule. Quand Plankton n'est pas le méchant, le génie ou l'échec, mais une personne effrayée essayant de protéger quelque chose de réel. La poursuite a toujours été son armure. Moyen de survivre. Mais là, pour la première fois, il se contente de tenir bon. Plus Plankton se rapproche du succès, plus il lui échappe, car il n'a jamais l'impression que c'est assez. Chaque pas en avant le rapproche d'une vérité qu'il n'est pas prêt à affronter. Même s'il gagne finalement, cela ne comblera pas le vide qu'il fuit. La formule ne peut pas lui donner le respect. Il ne peut pas restaurer une confiance brisée. Ça ne peut pas le rendre entier. Ce qu'il poursuivait était une diversion. Maintenant, il n'est plus au début d'un autre plan. Il se tient au bord de quelque chose de plus calme et bien plus dangereux lui-même. Il hésite, lui qui a passé sa vie à crier que le silence signifie tout. Les plans de Plankton échouent constamment car, au fond, il gagne du temps. Et maintenant, alors que Karen et Spot s'éloignent de son orbite, la performance commence à se fissurer d'une manière qu'il ne peut contrôler. Pour quelqu'un qui construit des machines pour tout contrôler autour de lui, Plankton ne gère pas bien le changement. Pendant la majeure partie de sa vie, il a survécu en se répétant. Nouveau plan, même motif. Mais dernièrement, quelque chose chez ce cycliste a commencé à s'effriter, juste sous la surface, dans ces moments de calme, où il ne sait plus qui il est censé être. Dans Karen pour Spot, ce sentiment de calme devient impossible à ignorer. Cela commence simplement, Plankton a besoin de quelqu'un pour garder Spot pendant qu'il est occupé avec l'un de ses plans. Alors Karen intervient. Ce qui devrait être une petite faveur se transforme en quelque chose de plus grand. Spot passe plus de temps avec Karen, apprenant d'elle, la suivant et lui montrant de la loyauté. Et ce changement, voir Spot se connecter davantage avec Karen qu'avec lui, commence à ronger Plankton. Au début, Plankton ne crie pas et ne se met pas en colère. Il essaie de faire comme si ça n'avait pas d'importance. Mais à l'intérieur, ça le ronge. Parce que c'est une question de se sentir remplacé. Je me sens inutile. La seule chose qu'il ait jamais aimée sans condition est soudainement plus attaché à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qu'il tient souvent pour acquis, ironiquement, ça frappe plus fort qu'il ne l'aurait cru. Parce que Karen est juste elle-même. Doucement. Compétente, attentionnée à sa manière robotique. Et Spot, la petite amibe élevée par Plankton, se dirige naturellement vers cela. Plankton s'emporte, prétendant qu'il s'agit de contrôle ou de trahison. Mais en réalité, c'est de la jalousie. Jalousie profonde et émotionnelle. Le genre qui ne vient pas d'une attaque, mais d'un abandon silencieux. Et c'est ce qui l'effraie le plus. Même les choses qu'il aime semblent se tourner vers ceux qui sont plus stables, plus entiers, des gens qu'il a repoussés sans s'en rendre compte. Ce sentiment ne disparaît pas, il attend juste. Couvercle. Dans Lockdown for Love, ce sentiment revient plus fort que jamais. Cette fois, il s'agit de Karen, direct et inévitable. Après un autre plan raté qui a mené au confinement du Chum Bucket, Plankton se retrouve coincé avec la seule personne qu'il évite d'affronter émotionnellement, Karen. La seule qui le connaisse trop bien pour être dupée. Karen en a assez de la façon dont Plankton gère l'échec. Elle est frustrée qu'il continue de prétendre que gagner résoudra tout, que voler la formule effacerait en quelque sorte toutes les façons dont il refuse de changer. Le confinement les force à parler, et pour Plankton, parler est pire que perdre. Parce que là, Karen le regarde dans les yeux et lui demande s'il sait même ce qu'il fait. Et la vérité est qu'il ne le fait pas. Pas de manière significative. Il dit qu'il veut réussir. Il dit qu'il veut se venger. Mais rien de tout cela ne l'a fait se sentir mieux. Pas pour longtemps, et elle l'a toujours su. La tension entre eux est tout ce que Plankton évite. Connexion. Responsabilité. Douceur. Il a construit une vie où un véritable partenariat n'a pas sa place. Puis il a blâmé le monde quand personne n'est resté à ses côtés. Maintenant, il est enfermé avec la seule personne qui l'a fait. Et il peut à peine soutenir son regard. Ce qui empire les choses, c'est qu'après tous les mensonges, les cris et les échecs, elle reste. Et Plankton ne sait pas comment gérer ça. Il ne sait pas comment se tenir à quelque chose de stable. Quelque chose qui ne partira pas quand il fera des erreurs. Tout ce qu'il connaît, c'est courir après ce qui le rejette. C'est la ligne qu'il suit maintenant. La frontière entre ce qu'il prétend être et ce qu'il pourrait réellement devenir. Et il hésite.
Parce que s'il fait un pas vers quelque chose de réel, vers le fait d'être connu, et non plus seulement craint, cela signifie abandonner la performance? Laissez tomber l'excuse que tout irait bien si Krabs n'existait pas. Laissant Karen le voir entièrement. Laissez Spot l'aimer sans en faire un trophée. Laissez la ville rire sans avoir besoin de riposter. Cela signifie perdre le masque qu'il porte depuis si longtemps qu'il ne se souvient plus de ce qu'il y a en dessous. Alors il attend. Il réinitialise le plan. Reconstruit la machine. Répète les mêmes répliques. Mais tout est un peu plus lent maintenant, et il commence à réaliser que le vrai conflit n'a jamais été entre lui et Krabs. C'était toujours entre lui et la version de lui-même qu'il avait trop peur de rencontrer. L'hésitation de Plankton à affronter qui il est vraiment transforme, chaque plan en tactique de temporisation. Mais à mesure que les fissures s'aggravent, c'est l'homme lui-même qui se brise. Si la vidéo vous plaît jusqu'à présent, n'oubliez pas de vous abonner. Plankton n'aurait jamais cru qu'il devrait être plus qu'intelligent. C'était la règle. S'il restait vif, restait concentré et maintenait le plan en vie, rien d'autre n'importait. C'était des faiblesses, et il s'était entraîné à les traiter comme des maladies. Mais quand on construit sa vie autour d'un seul objectif, quand chaque échec est réparé avec de nouveaux schémas, on ne se laisse pas beaucoup de place. Tu ne te laisses pas beaucoup de place. Juste un plan. Et un jour, ce modèle cesse de fonctionner. Dans l'épisode La main du diable, Plankton tente d'atteindre quelque chose qu'il n'a jamais vraiment eu. Une puissance brute et imparable. Après avoir été humilié par Monsieur Krabs lors d'un bras de fer à la salle de sport de Larry, Plankton retourne discrètement au Chum Bucket et électrifie son gant emblématique, lui donnant vie. Le gant maîtrise Krabs facilement, semant le chaos à Bikini Bottom, et Plankton l'utilise comme s'il était enfin devenu plus qu'une blague. Mais ce pouvoir tourne vite. Le gant commence à lui désobéir. Agit de manière imprévisible, ignorant ses ordres et causant des destructions. L'arme créée par Plankton n'a pas besoin de lui, et c'est pire qu'une défaite. Même lorsque Bob l'éponge propose son aide, Plankton ne discute pas. Il est silencieux, conscient d'avoir perdu plus qu'un combat. Ensemble, ils essaient de faire tomber le gant, allant même jusqu'à déguiser Bob l'éponge en appât pour le tromper avec de l'affection. Mais le déguisement échoue. Le gant n'est pas dupe, et Plankton, une fois de plus, se retrouve mis à l'écart de l'histoire qu'il a commencée. Dans la scène finale, Plankton retourne au Chum Bucket, battu, épuisé, seulement pour être écrasé par une botte littérale destinée à remplacer le gant. Juste un écrasement rapide et brutal. C'est une blague, mais ce que cela montre vraiment, c'est le coup de la poursuite du pouvoir sans but. Plankton a perdu sa place dans l'histoire, et pour quelqu'un qui a passé sa vie à essayer de se faire remarquer, c'est la défaite la plus douloureuse de toutes. Dans un goût de Plankton, il n'essaie pas de la charmer. Il va droit au but, littéralement. Il se rapétisse et se glisse à l'intérieur du corps de Bob l'éponge, espérant ainsi accéder au secret du pâté de crabe de l'intérieur. C'est un plan désespéré, qui montre jusqu'où il est prêt à aller. S'il ne peut pas déjouer le système, peut-être peut-il l'infecter. Au début, il trouve ça génial. Il essaie de trouver la formule secrète à l'intérieur de Bob l'éponge. Mais plus il reste, plus il devient impuissant. Il est piégé à l'intérieur de Bob l'éponge, réduit à une présence que personne ne remarque, luttant pour être pris au sérieux. Ça ne marche pas. Bob l'éponge ne le remarque généralement pas. On le considère plus comme une nuisance inoffensive que comme une menace. Et quand il est finalement expulsé, c'est comme être éjecté du système. Rejeté. Non pertinent. Plankton est recraché par l'histoire qu'il pensait maîtriser, et quand c'est fini, Plankton ne crie pas. Il reste là, minuscule, humilié, à peine remarqué. Tout le contrôle pour lequel il s'est battu, tous les plans qu'il a échafaudés, tout le bruit, cela ne représente rien. Il est entré dans le système et n'a toujours pas pu le changer. Ce qui le brise, c'est qu'il a été ignoré. Et ce genre de perte est plus difficile à surmonter, car cela ne lui donne aucune raison de se battre. Rien. C'est ce qui relie le tout. D'abord, il renonce à son identité. Ensuite, il essaie de voler celui de quelqu'un d'autre. Dans les deux cas, il découvre la même vérité. Il ne sait plus qui il est. Sans la poursuite, sans le prix, sans le masque du méchant, il n'y a pas de centre. Juste une longue liste d'anciennes versions, dont aucune n'a jamais semblé réelle. Ce sont des morts symboliques. Des moments où le rôle qu'il a joué s'effondre enfin entre ses mains. Des moments où le monde continue de tourner même après qu'il en soit sorti. Il craignait d'être vaincu, maintenant il craint quelque chose de pire, être oublié. Et c'est là que nous le laissons. Non pas vaincu comme le montrent habituellement les dessins animés, mais vidé, dépouillé. Un homme qui a jadis crié son nom à travers l'océan se tient maintenant dans une pièce et se demande si cela a jamais eu de l'importance. Il n'y a pas de plan pour la suite. Juste le silence. Et peut-être, s'il a de la chance, le début de quelque chose d'honnête. Plankton perd tout à courir après le pouvoir. Mais ensuite, il commence à voir que la vraie récompense est quelque chose de plus profond. Pendant la majeure partie de sa vie, Plankton a cru que la formule allait tout arranger. Non seulement sa réputation, mais tout son amour-propre. S'il parvenait à le voler, il prouverait qu'il n'était pas un raté. S'il pouvait gagner, peut-être ne se sentirait-il plus si insignifiant. Le monde ne rirait pas. Karen croirait en lui. Il pouvait enfin cesser de se battre pour le respect. Mais quelque chose d'étrange se produit après la chute. Des moments commencent à apparaître où la formule n'a plus d'importance. Là où le contrôle lui échappe, mais pas le lien. Dans New Leaf, Franklin semble tout abandonner. Il ferme le Sodapa, ouvre une boutique de souvenirs et dit à la ville qu'il a changé. Personne ne le croit, même pas Monsieur Krabs. Mais plus ça dure, plus il est difficile de dire si c'est réel ou juste un autre stratagème. Il distribue des cadeaux, se montre poli, n'insulte personne, et lentement les gens commencent à se détendre. Même Krabs baisse sa garde.
Ils passent la journée ensemble, rient, se détendent et profitent d'une fête foraine. C'est gênant, mais pas faux. Pour la première fois, Krabs ne crie pas et Plankton ne complote pas. Ils sont justes. Et là, Krabs fait quelque chose d'inattendu. Il offre la formule à Plankton. Donne-le lui. C'est la récompense. Le fait que quelqu'un ait cru en lui assez longtemps pour le lui remettre. Bien sûr, c'était un coup monté. Le plan était réel. Plankton prend la formule, tente de s'échapper, et tout s'effondre à nouveau. Mais le moment comptait toujours. Parce que pendant quelques heures, il n'était pas un méchant. C'était quelqu'un à qui on pouvait parler. Quelqu'un que Krabs pourrait considérer comme son égal. Et quand il le perd, ça n'a pas l'air d'une victoire. On dirait qu'il a brisé quelque chose qu'il ne savait pas comment tenir. Dans le crabe croustillant qui a dévoré Bikini Bottom, il n'essaie même pas de voler, la ville est en danger. Une galette géante et mutante est devenue incontrôlable, et Plankton intervient pour aider. Il est petit, mais nécessaire, et pour une fois, personne ne remet en question sa présence. Il ne gère pas la situation, mais il n'est pas non plus le problème. Il fait partie de l'équipe. Ses inventions comptent. Sa voix est entendue, et ça ne se termine pas avec lui chassé de la ville, cela se termine avec lui debout, toujours inclus. Ce n'est pas quelque chose auquel Plankton est habitué. Il a passé des années à se dire que la seule façon d'avoir de l'importance était de gagner, mais le voilà qui aide à sauver Bikini Bottom, et personne ne se moque de lui pour ça. Il n'obtient pas la formule, il ne la demande même pas, mais la ville ne rit pas, et Karen ne lui fait pas la leçon. Ce silence, c'est la récompense. La chance d'exister sans être haï. Au dernier moment, quand le pâté explose en centaines de plus petits, la ville se précipite pour manger les morceaux. Plankton se joint à eux comme un visage parmi la foule, et personne ne le chasse. Il a eu le sentiment d'appartenir, ne serait-ce qu'une seconde. Et pour Plankton, ce pourrait être la plus rare des victoires. Mais c'est dans la trahison de Bob l'éponge que tout prend enfin son sens. Karen est devenu une menace. Sa puce d'empathie est retirée. La seule façon de l'arrêter est que Plankton fasse ce qu'il craint le plus, s'excuser. Avec des mots vrais et honnêtes. Il essaye, échoue, essaie encore. Et quand il dit enfin ce qu'il pense, qu'elle lui manque, qu'il a eu tort, Karen lui donne la formule. Ainsi, le rêve est à portée de main, et il le jette. Il lui dit que ce n'est pas ce qu'il voulait vraiment, que la recette n'a jamais été le but, qu'elle l'était. Karen, la personne qui est restée malgré chaque échec, chaque insulte, chaque remise à zéro. Et elle l'entend. Ils perdent toujours. La ville se retourne encore contre eux. Mais quand Bob l'éponge s'avance et dit que c'est une histoire d'amour, personne ne rit. C'est ce qu'il mérite pour tous ses échecs. Pour toutes les fois où il a été piétiné, ignoré, vaincu, un instant d'honnêteté, un moment où la formule n'a pas d'importance, où il choisit une personne plutôt qu'un objectif, où quelqu'un l'écoute et il pense réellement ce qu'il dit. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de bien. Cela ne répare pas des années de dégâts. Mais ça lui donne quelque chose qu'il n'a jamais eu auparavant. Un souvenir d'avoir été suffisant. Et c'est ça la vraie victoire. Et pour une fois, Plankton n'a pas lâché ce qui comptait le plus. Plankton entrevoit des instants de connexion et d'appartenance, mais ne peut s'empêcher de transformer chaque opportunité de croissance en une nouvelle bataille à gagner. Mais avant de vous en parler, assurez-vous d'être abonné. La croissance n'est pas facile, surtout quand toute votre identité a été construite autour de l'échec, de la volonté de prouver que les gens ont tort, de l'isolement. Plankton a eu des moments petits où quelque chose de mieux était possible. La gentillesse, l'appartenance, peut-être même l'amour. Mais pour quelqu'un qui a passé sa vie à construire des murs de rancœur et de sarcasme, être vulnérable ne semble tout simplement pas naturel. C'est dangereux. Dans une défense unicellulaire, nous le voyons tenter de se ressaisir après une nouvelle humiliation. Il a été piétiné, tabassé, moqué en public. Son corps tombe en morceaux. Son orgueil est pire. Karen, pour une fois, n'insulte pas. Elle s'inquiète. Bob l'éponge essaie même d'aider. Et pendant une seconde, on dirait presque que Plankton va écouter. Il est assis, silencieux, meurtri et épuisé, tandis que d'autres tentent de le remettre sur pied. Mais alors le silence devient assourdissant. Il ne tient pas en place dedans. Il construit une armure de combat high-tech, un casque massif qui tire des lasers, hurle des ordres et ressemble à une crise de colère ambulante. Il l'enfile comme une armure, non seulement contre Krabs, mais aussi contre son propre reflet. Parce que rien ne l'effraie plus que l'idée qu'il puisse réellement avoir besoin d'aide. Alors il s'équipe. L'épisode devrait marquer un retour en force. C'est amical, mais en réalité c'est une fuite face à l'idée qu'il n'est peut-être pas aussi dur, ou aussi détesté, ou aussi différent qu'il s'est imaginé. On lui a offert des soins, et il en a fait une arme. Cela se reproduit dans la routine de Plankton. Un poisson nommé Nat se présente au saut de l'appât et apprécie réellement un bâtonnet d'appât. Plankton est stupéfait. Et là, il est fou de joie. Il a enfin un client. Un vrai de vrai. Quelqu'un qui veut être là. Il ne prend pas le temps de respirer et de considérer ce que cela pourrait signifier. Ne parle pas à Karen de l'amélioration du menu. Ne se demande pas pourquoi c'est important. Il s'accroche à Nat comme un enfant à son premier trophée. Et toute sa personnalité s'y effondre. J'ai un habitué. Il jubile. Je gagne. Monsieur Krabs voit ça et panique, car il sait que Plankton est fragile. Il envoie Bob l'éponge pour attirer Nat, mais Plankton ne réagit ni avec stratégie ni avec gratitude. Il traite Nat non pas comme une personne, mais comme un symbole de statut, la preuve qu'il compte. Et quand Nat hésite, quand Bob l'éponge le tente avec un pâté de crabe, Plankton s'effondre. C'eût été l'occasion pour lui d'évoluer, de montrer que son affaire pouvait prospérer, que sa cuisine pouvait s'améliorer, qu'il pouvait être plus que la risée de la ville. Mais au lieu de cela, il en fait une guerre pour un seul poisson, et c'est le piège.
Plankton veut le changement, mais seulement s'il peut le contrôler. Seulement si c'est à ses conditions. Si c'est lent, effrayant ou subtil, il s'enfuit. On lui a offert de la gentillesse une fois, et il l'a repoussé. Une autre fois, il a reçu la validation qu'il désirait tant, et pourtant, il l'a rejetée. Parce que parfois, le plus difficile à affronter est la possibilité que vous ne l'ayez jamais été. Plankton essaie de changer, mais continue de se protéger. Et quand toutes ses ruses échouent, il est forcé d'affronter qui il est vraiment au fond de lui. Plankton a toujours joué le rôle du méchant. Fort, fier, sans s'excuser. Lorsque le plan échoue, il rembobine. Quand il perd, il réécrit les règles. S'il ne peut pas gagner, il peut au moins causer suffisamment de dégâts pour rester dans la course. Mais de temps en temps, le monde lui donne exactement ce qu'il veut. Et c'est dans ces rares moments, où il devrait se sentir triomphant, que quelque chose de plus profond se produit. Pas de célébration. Pas de pouvoir. Doute. Dans It's a SpongeBob Christmas, Plankton élabore un plan qui fonctionne réellement. Il infecte Bikini Bottom avec du zirconium, un produit chimique qui rend tout le monde avide, égoïste et cruel. Bob l'éponge, étrangement immunisé, observe la ville sombrer dans le chaos. Mais pour Plankton, c'est un progrès. Il est poli, bien élevé, et soudain la personne la plus gentille qui reste. Puis le Père Noël arrive. Il déclare Plankton le seul citoyen sur la liste des gentils. Et pendant un instant, les rêves de toujours de Plankton semblent à portée de main. La recette du pâté de crabe est entre ses mains. Ce devrait être la fin de l'histoire. Victoire. Tout ce qu'il a toujours poursuivi lui est offert par Noël lui-même. Mais l'épisode ne s'y attarde pas. Le pouvoir que Plankton gagne semble étrange et vide. La ville n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et la joie s'est envolée. Il n'y a pas de grand moment de regret ou de discours. L'histoire se déroule comme un conte de Noël avec une tournure inattendue, laissant Plankton avec le prix mais sans vraiment célébrer. C'est un rappel subtil que gagner ne ressemble pas toujours à une victoire, surtout quand tout le monde est perdu. C'est un aperçu de ce à quoi peut ressembler le pouvoir sans lien, mais la croissance est fragile. Dans la légende de Bikini Bottom, Plankton retombe dans ses vieilles habitudes. Il s'associe au Hollandais volant pour effrayer Bikini Bottom. Sa cible, Bob l'éponge. Le gars qui est bien trop heureux et d'une pureté agaçante. Plankton pense que la peur va enfin gagner. Il mise le tout pour le tout. Se déguiser, invoquer des fantômes, créer des illusions effrayantes. Il veut prouver que la peur l'emporte toujours sur la joie. Ce n'est pas le cas. Bob l'éponge se contente de sourire. Il remercie les fantômes. Il serre le monstre dans ses bras. Et tout le plan de Plankton tombe à l'eau. Non pas parce que Bob l'éponge est coriace, mais parce que l'idée que Plankton se fait de la peur est tout simplement fausse. La peur ne gagne pas en étant plus forte ou plus grande. Bob l'éponge n'a jamais cru à ces conneries et ne le fera jamais. Qu'est-ce qui est choquant? Plankton ne pique pas de colère et ne jure pas de se venger. Il s'éloigne, se fondant dans l'arrière-plan d'une ville qui ne l'a de toute façon jamais vraiment craint. Peut-être qu'il commence enfin à comprendre. Peut-être pas. Mais ce silence, c'est nouveau. Et honnêtement, c'est un peu pathétique. Puis vient le fantôme de Plankton. Un dernier test, littéral cette fois. Il simule sa mort. Son esprit quitte son corps. Karen organise des funérailles. La ville est plus confuse qu'endeuillée. C'est une blague, bien sûr. Un autre stratagème dans sa longue série de stratagèmes. Mais pendant qu'il hante Bikini Bottom, quelque chose d'étrange se produit. Il voit son monde sans lui, et il n'aime pas ça. Quand le Hollandais volant lui vole son corps, s'en sert pour une virée endiablée, et finit par se faire battre par les habitants, Plankton ne rit pas. Il réclame son corps. Il plaide. Cela devient une question personnelle, concernant cette étrange petite créature, qu'il a passé sa vie à maltraiter, à renier, à masquer avec des gadgets et des slogans. Il commence à voir la différence entre être high et simplement avoir disparu. Il a si longtemps couru après l'infamie qu'il en a oublié ce que signifie simplement exister. Quand il retrouve enfin son corps, meurtri, piétiné, épuisé, il se contente de murmurer « C'est bon d'être en vie ». C'est ce que ces moments révèlent. Pas un homme changé, mais une version allégée. Tous les stratagèmes échouent, le masque tombe et les jeux perdent leur sens. Et que reste-t-il? Quelqu'un toujours debout. Quelqu'un qui, après tout, choisit toujours de se relever. Non pas parce que le monde a besoin d'un méchant, mais parce que peut-être il commence à se demander ce qu'il pourrait être d'autre. Plankton perd son masque et se sent vide. Mais le vrai changement commence quand il laisse quelqu'un rester. Plankton n'a pas l'habitude de se laisser aider. Toute son identité est construite autour de l'indépendance. Il construit les machines. Il écrit le code. Il échoue seul. Il se réinitialise seul. Seul, c'est prévisible et cela donne un sentiment de sécurité. Mais chez le stagiaire de Plankton, ce schéma commence à se tordre. Cela commence avec Pearl. Elle n'est pas exactement son employé idéal et il ne la recherche pas. Elle est envoyée au Chum Bucket dans le cadre d'un devoir de classe en tant que stagiaire non rémunéré. Quelqu'un que Plankton devrait rejeter à vue, mais il ne le fait pas. Au début, c'est purement transactionnel. Elle organise l'inventaire, classe les schémas et donne des conseils en matière de service client. Plankton lève les yeux au ciel mais la laisse rester. C'est déjà rare. Il ne laisse jamais d'étrangers entrer chez lui, à moins qu'il n'y ait un plan. Ici, il n'y a pas de complot. Juste un utilitaire discret. Quelqu'un qui se présente et fait des choses qu'il n'a jamais voulu admettre qu'il fallait faire. Pearl le traite comme n'importe quel autre stage. Juste un arrêt de plus dans un monde de systèmes et de superviseurs. Elle le traite, étrangement, comme un patron. Et Plankton ne sait pas comment gérer ça. Il ne devient pas gentil.
Il ne s'ouvre pas et ne raconte pas son histoire, mais il la tolère, répond aux questions, la laisse étiqueter les choses, fait de la place, pas émotionnellement, mais littéralement, dans l'endroit qu'il a toujours gouverné seul. Pearl n'est pas impressionnée par sa méchanceté. Elle ne prétend pas qu'il est un génie ou une menace. Elle voit juste le Chum Bucket comme un restaurant bizarre tenu par un petit homme qui a besoin d'aide. Et elle aide, avec compétence. Finalement, le stage se termine. Pearl part. Elle reprend le cours de sa vie. Plankton retourne au sien. Mais quelque chose change. Il ne dit rien. Il ne parle pas à Karen de ce qu'il a appris. Mais les changements que Pearl a apportés, les signes, l'ordre, la structure, ces choses-là restent. Il ne les démolit pas. C'est facile à manquer, mais si vous avez regardé Plankton assez longtemps, vous savez que c'est nouveau. D'habitude, tous ceux qui entrent dans son monde en ressortent humiliés ou anéantis, mais pas Pearl, et il ne défait pas ce qu'elle lui a donné. C'est ce qu'il ramène avec lui, pas la formule, pas les applaudissements. Quelque chose de plus petit. Quelque chose de plus durable. Une leçon pour accepter l'aide. En laissant quelqu'un d'autre voir le désordre sans broncher. En réalisant que le Sodapa n'est pas fichu, juste parce que quelqu'un d'autre l'a touché. Il ne devient pas un héros, mais il devient possible. Il y a une fissure dans l'armure maintenant, et à travers elle, quelque chose d'humain transparaît. À la fin de l'épisode, il est de retour derrière le comptoir. Retour à la routine. Il n'est plus le seul à s'être tenu là avec intention. Quelqu'un est entré dans son monde, a vu le désordre, n'est pas parti dégoûté. Et pour une fois, il ne referma pas la porte derrière eux. Ce n'est pas une transformation complète. Ce n'est pas censé l'être. Mais cela complique l'histoire que nous pensions connaître. Cela jette une ombre sur toutes les crises de colère précédentes. Et cela laisse une question en suspens pour chaque plan qui suit. Parce qu'une fois que vous avez laissé quelqu'un entrer et que vous ne l'avez pas repoussé, vous ne pouvez pas oublier ce que cela faisait. Tu ne peux plus faire semblant d'être complètement seul. Pearl n'a pas changé Plankton, mais elle lui a rappelé que le changement était possible. Et cette fois, il ne l'a pas fui. Plankton commence par courir après le pouvoir pour se sentir moins insignifiant. Pris au piège de plans qui échouent toujours. En chemin, les gens lui offrent plutôt un lien. Des moments de calme qu'il ne sait pas gérer. Il résiste, régresse, manque de craquer. Mais au final, il ne ferme pas la porte. Il laisse un instant s'attarder. Et ça pour lui, c'est nouveau. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Assurez-vous d'être abonné, et on se retrouve dans la prochaine vidéo avec votre personnage de dessin animé préféré.